Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour ce 15e épisode de 70 minutes avec. Très heureux pour deux raisons. D'abord, parce que l'émission faite aujourd'hui, c'est 6 mois. 6 mois, c'est pas énorme, mais mine de rien, c'est quand même une milestone. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru en 6 mois, des invités absolument délicieux et des auditeurs tout à fait charmants que je ne mérite absolument pas. Un tout grand merci à vous. Et puis surtout, je reçois cette semaine Rudy Léonet qui anime avec Hugues Daillé l'émission 5 heures cinéma, qui est un de mes podcasts préférés. Et c'est aussi le tout premier auquel je me suis abonné il y a 10 ans. Une grande valeur sentimentale pour moi donc, mais pas seulement, puisque dans cet épisode on parle surtout de l'industrie musicale et de son évolution à l'ère du numérique. Rudy est un expert en la matière, il a longtemps été critique musical, il a dirigé Pure FM, la radio jeune de la RTBF pendant 12 ans, et pour l'anecdote, il a aussi signé plusieurs textes pour le groupe Indochine. Un petit préambule pour nos amis qui sont à l'étranger, les 10 premières minutes sont assez belgo-belges, mais je vous rassure, ça devient moins cryptique après. Allez, sans plus attendre, on retrouve Rudy Léonet. C'est parti! Et bonjour à tous, aujourd'hui on passe 70 minutes avec un homme qui est l'ancien directeur de Pure FM, il est aujourd'hui coordinateur éditorial 360 pour le sujet de la pop culture à la RTBF, on verra un petit peu ce que ça veut dire, chroniqueur occasionnel dans Matin Première, il se définit comme un homme de radio, il a longtemps porté la casquette de critique musicale pour la RTBF et pour Moustique. Rudy Léonet, salut. Hey, je commence comme toi, ouais. Par le hey, salut. Est-ce que tu te reconnais dans le portrait que j'ai fait de toi? Oh, plus ou moins, parce qu'entre-temps, des choses ont déjà changé. Mon titre à la RTBF n'est plus exactement pareil. Je suis maintenant responsable, coordinateur éditorial des opérations spéciales auprès de la Direction Générale des Médias. J'ai déjà oublié. Moi aussi. Voilà. Mais les centres d'intérêt restent absolument identiques, donc on est sur un terrain connu. Okay. Je valide. J'allais dire, première fois qu'on s'est vu, c'était quand j'avais été l'invité de 5 heures cinéma il y a quelques années pour une spéciale Star Wars. Exact. À ce moment-là, donc tu étais encore le directeur de Pure FM. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non. Est-ce que ton titre que tu viens de me donner et que j'ai déjà oublié, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En gros, à la RTBF, je m'arrange pour que des événements dont la récurrence n'est pas celle d'une grille des programmes. Tu sais qu'en radio ou en télévision, les grilles de programmes ont un rythme, une récurrence qui est en radio quotidienne, hebdomadaire. Au-delà, c'est compliqué. Les émissions mensuelles en radio, impossible de créer une fidélité. En télévision, la récurrence elle est beaucoup plus large. Hein. Effectivement, on est plus sur de l'hebdo, voire du bimensuel sur certaines émissions. Donc moi, je m'occupe de programmes qui ont lieu une fois par an ou une fois en one shot. Les une fois par an, c'est par exemple les Decibel Music Awards, les Magritte, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Grand Place avec ce podium live, les festivals d'été. Voilà. Et puis de temps en temps, des choses qui peuvent comme ça se présenter, s'allumer et s'éteindre, des émissions un petit peu pop-up, mais qui ne nécessitent pas un travail, je dirais, structurel dans le cadre d'une grille et d'une récurrence. D'accord, ok. Donc tu es vraiment passé de animateur, journaliste à backstage, analytics, on regarde les chiffres, on analyse les tendances. Non, c'est pas que ça. C'est aussi essayer d'avoir une belle cohérence éditoriale sur les programmes qu'on met à l'antenne. Dans le cadre des Decibel Music Awards, là c'est encore autre chose. Il y a aussi un travail de coulisses qui est, je dirais presque un travail de greffier ou d'huissier ou de commissaire, à savoir de vérifier que le règlement est bien appliqué et qu'on ne fait pas rentrer dans les votes des artistes ou des albums qui ne seraient pas éligibles. Pour les Magritte, c'est autre chose. On travaille avec toute une équipe pour recruter des remettants pour les prix. Là, cette année, j'ai beaucoup travaillé avec Alex Vizorek, que j'avais été chercher pour présenter la cérémonie. Ah, c'est toi qui l'as choisi. Voilà. Oui, il ne voulait pas, et puis parce qu'il avait déjà été sollicité par le passé pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il avait un agenda qui était bien rempli, et puis j'ai fini par le convaincre de le faire quand même, et on s'est entouré, il s'est entouré, donc du coup, comme j'ai été adoubé dans l'aventure de façon très proche, on s'est retrouvé avec
une équipe d'auteurs qui sont Christophe Bourdon, Pierre Chorette et Julien Demarche, et on a travaillé tous ensemble à la construction, à la rédaction et à écrire l'histoire de ces Magritte là. Mais pour l'instant, je suis sur qui pour l'année prochaine, puisque c'est ça, Alex veut pas déjà remplir. dessus. Ah oui. Donc quand tu disais tout à l'heure les chiffres, les audiences, l'analyse, oui, ça c'est la partie, je dirais, en aval de ce qui a été proposé sur antenne. Évidemment, on se voit pour débriefer et comment on peut identifier les forces et les faiblesses pour encore faire mieux la prochaine fois. Donc il reste un aspect créatif, et en plus de ça, il va sans dire que tu es aussi toujours l'animateur de Pure FM, de 5h Cinéma. Oui. Donc, plus sur Pure FM d'ailleurs. Oui, c'est ça, la première. Ça change tout. Ça change tout. Ouais, je me souviens que quand il y a eu le changement, c'est Hugues qui l'avait signalé dans le podcast, et toi tu étais là un petit peu en mode ça n'a aucune importance, faut même pas en parler. Mais c'est parce qu'en fait, de façon un peu spontanée, on avait annoncé ça lors de la dernière COD live à Carnion. Enfin, pour ceux qui suivent un peu, c'était le 22 décembre. Et on disait oui, on a des projets pour l'année prochaine, et notamment on va passer sur la première. Et on avait fait un flop, genre ça ne signifiait pas grand-chose. Le public n'applaudissait pas, quoi. Non, enfin, je pense que c'était une non-information. Le flux RSS reste au même endroit, donc voilà, puisque de toute façon, c'est toujours le même format, c'est toujours la même récurrence, c'est toujours les deux mêmes vieux grincheux. Voilà, donc ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Pour nous, ça change parce que l'environnement dans lequel on se retrouve aujourd'hui est un environnement qui est un terreau beaucoup plus favorable à de l'expansion. Voilà. Pour résumer ma pensée, c'est la première, Francky Stas, pour ne pas le nommer, qui est le nouveau responsable édito de la première, qui est venu nous chercher. Et immédiatement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. D'abord, ça allait un peu nous bousculer, sortir un peu de notre zone de confort et du ronron, à la fois pour nous et à la fois pour la chaîne qui nous accueillait et que j'avais créée en 2004. Et que finalement, ce programme 5 heures avait été embarqué, compris dans le prix, moi étant le prix. Ouais, c'est ça. Mais à la longue, on était un peu comme une armoire normande qui prenait la poussière. La jeune génération qui arrive sur Pure ne sait pas qui on est. C'est pas un reproche. Fanny, c'est très bien. Fanny Ruet, qui est animatrice et qui a seulement 24 ans, c'est très bien qui vous mais êtes. elle, c'est une marginale. Je parle de la grande majorité de ceux qui sont sur antenne. Ça ne les intéresse pas. Donc, spontanément... et c'est compliqué quand c'est un podcast qui est natif. Je suppose que tu sais de quoi je parle puisque tu en fais. Et nos auditeurs savent de quoi on parle. Voilà, faire vivre un podcast sans vitrine sur un média traditionnel et ne pas être juste un replay d'un programme qui a existé en linéaire, c'était un peu compliqué. Et tout ce travail-là n'était pas fait. Vous avez une présence dans Matin Première maintenant avec des petits extraits rapidement. Oui, on a eu un engouement de toute l'équipe de la première, que ça soit effectivement Mehdi, Kelfat, que ce soit François Heureux dans Jour Première, Jérôme Collin d'Entrer sans frapper, même l'équipe promo. Voilà, tout le monde s'est réjoui de notre arrivée, alors que nous, on trouvait que c'était une simple formalité administrative, quoi. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et voilà, on s'est senti bien accueillis et soutenus. Et ça se remarque déjà dans les audiences du podcast, qui augmente. Qui reprend des couleurs après avoir eu un passage un peu, je ne vais pas dire un passage à vide parce que ça s'essouffle un peu. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a une espèce d'érosion comme ça inéluctable. Il n'y a rien à faire. Si quelqu'un n'a plus d'oxygène pour respirer, à un moment donné, il tombe dans le coma. Voilà. Donc la respiration était un peu compliqué. Là, ça va beaucoup mieux. Ça reprend. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ouvrais le podcast en disant Rudy Léonet, homme de radio. Donc on dit maintenant ton émission 5h Cinéma n'est plus en radio. Tu n'es plus le directeur de Pure. Tu animes un podcast. Est-ce qu'aujourd'hui tu te reconnais encore dans le paysage audiovisuel radiophonique en Belgique francophone, ou bien est-ce que un peu à la manière de ce que Myriam Leroy nous disait il y a un mois, tu deviens de plus en plus plutôt un homme de podcast, un homme de streaming? Alors, il y a il y a trois aspects à la question. Le premier, est-ce que je me reconnais dans le paysage audio? Je parle même pas de visuel, mais audio en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Alors je vais te répondre par une pirouette. Quand je suis en voiture, je branche mon téléphone sur mon autoradio et j'écoute des playlists Spotify. Deuxièmement, est-ce que le faire du streaming, du podcast, est-ce que ce n'est pas s'écarter du métier de la radio quelque part? Je vais te dire exactement le contraire. Je trouve que ça renoue, au contraire, inversement, aux idées reçues, ça renoue avec une certaine manière de faire de la radio qu'on a un petit peu perdu dans ce principe de faire de la radio linéaire en FM ou en DAB, peu importe aujourd'hui. Le fait de prendre son temps, de ne pas être formaté, de ne pas être interrompu, soit par des inforoutes, de la météo, des pubs, des infos. Voilà, il y a une espèce de liberté de parole aussi, une grammaire radiophonique qu'on peut retrouver et qui est plutôt celle des années 60 ou 70 que celle des années 90 ou 2000. On retourne à une forme de radio qui est beaucoup plus traditionnelle, même si la manière de la diffuser, de la distribuer est digitale. Oui, le canal a changé, mais le canal a changé. L'idée reste la même. On n'est plus dans du broadcast, on est dans du webcast, mais la fabrication, le process de fabrication est lui plutôt ancien. Ça peut paraître moderne pour des gens qui n'ont jamais connu que des radios musicales formatées avec des jingles, des gens qui crient, qui disent que tout va bien, on est si bien ensemble. Voilà, de retourner à un mode d'échange de paroles où on laisse beaucoup de temps à la parole et on prend le temps de s'expliquer avec une série d'arguments et d'éléments qui sont nécessaires à la réflexion. On prend son temps, on n'est pas soumis à une sorte de diktat de format. C'est une espèce de radio d'un autre temps, d'un autre âge, mais qui peut paraître révolutionnaire pour quelqu'un qui n'a jamais connu cette façon de faire de la radio en FM ou en AM par le passé. C'est marrant parce que d'habitude, quand on parle de Spotify, on parle plus du côté algorithmique, le fait qu'on recommande tout, on reste un peu dans une bulle, on écoute un peu tout le temps la même chose. Toi, tu mets plutôt en avant le côté éditorial, le fait qu'il existe des playlists qui sont... Mais ça, il y a des gens, ils vont s'acheter une voiture et c'est pour faire tout le temps le même trajet, chez eux, au Cora, du Cora à l'école, de l'école à la piscine chez eux, et puis boulot, retour maison. Voilà, et ils font le circuit, voilà. Mais quand tu as une voiture, moi je me souviens à une époque, il y avait sur les voitures des autocollants où on mettait « ma voiture, c'est ma liberté ». Enfin, voilà. Dès le moment où on a une sorte de mobilité, à chacun d'en profiter selon ses souhaits et selon ses appétences, selon ses envies. Voilà, Spotify, c'est no limit, quoi. Mais évidemment, si on veut rester dans un cercle de choses connues et qui rassurent, c'est possible aussi, mais faire exploser la bulle pour aller chercher autre chose. En plus, je trouve que leur algorithme est pas si idiot. Il y a de temps en temps des nouveautés. Il y a des choses qui sont pas du tout inintéressantes et assez bien vues. On aurait presque l'impression que derrière ça, il y a quand même je vais pas dire une intervention humaine ou une réflexion, mais en tout cas une espèce d'intuition, de sixième sens qui est assez bien vue. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Mais c'est intéressant parce que donc tu évoques un petit peu la comparaison entre d'un côté les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc. Et de l'autre côté, la radio FM, tout va bien, il est 6 heures, la météo, les infotrafics, etc. Exact. Donc on le disait, en 2004, tu as créé Pure FM, sur les cendres de Radio 21, qui donc avait c'était un peu la radio pop rock, mais avec un public trop large, 18 plus, et donc on a décidé de la couper en deux, avec d'un côté le 18-34 ans pour Pure FM, et de l'autre côté peut-être un peu plus 35, 55 voilà, et c'est plus, ça pour classique 21. C'est ça, du vieux rock entre guillemets. Je dis ça, en vrai j'ai 24 ans et quand je me lave les dents j'écoute classique, mais bon, soit. Parce que donc, au départ tu n'avais pas proposé ta candidature pour la direction de Pure, finalement tu as choisi de le faire. Qu'est-ce qui t'a amené donc à prendre cette décision, à te mettre en avant et à dire moi j'ai une vision pour la radio en 2004?
Je sais pas. Je crois que globalement, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de très ambitieux. Je n'ai pas une très haute opinion de mes capacités à faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Et donc, je m'étais dit, super, il y aura un nouveau projet. Je m'inscrirai dedans. Et pas mal de gens autour de moi m'ont dit, mais non, le projet, c'est toi. Mmh. Tu dois inscrire les autres dans un projet dont tu devras avoir la vision. À part toi, on voit personne pour le faire. Écris quelque chose, propose quelque chose. Et donc je suis parti sur une espèce de scénario fiction. S'il y avait une nouvelle radio, moi je la verrais comme ci, comme ça, je mettrais ceci. C'est-à-dire, c'était quoi tes ambitions à ce moment-là ? L'idée, c'était en fait d'essayer de coller davantage avec une programmation musicale au réel centre d'intérêt des gens qui se déplacent et qui font l'effort d'aller voir des concerts. C'était vraiment le retour à une radio pour les music lovers. Tu estimais que Radio 21, c'était pas vraiment ça ? Non, Radio 21 est une radio... oh là là, on remonte vraiment loin en arrière, mais une radio qui s'était construite un peu comme une couverture en patchwork, quoi. C'était toute une sorte c'était des pièces rapportées. Il y avait tellement de différences entre ce que je pouvais faire dans 5 heures, le rock à gogo de Pompon, Cadence de Brigitte Graffet, les classiques de Marc le dimanche matin. Enfin, tout ça faisait un ensemble mosaïque très intéressant, mais je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas croire que une seule personne écoutait tout ça. Donc, c'est une grille qui était davantage construite comme une radio généraliste, d'où une audience qui était de plus en plus vieillissante sur Radio 21, et il était temps un petit peu de reclarifier les choses. Et l'idée a été effectivement de faire une musicale beaucoup plus adulte et une musicale jeune. Sachant qu'une musicale adulte, on est sur un travail de mémoire et de répertoire. Une fois qu'on a, entre guillemets, sa grande bibliothèque, de temps en temps, avec le temps, on rajoute des choses. Coldplay sera le classique de demain, Ed Sheeran aussi, voilà. Mais on ne prend pas beaucoup de risques. C'est plutôt une radio de répertoire qui rassure, nostalgique, un peu comme Nostalgie. Oui, c'est ce qui explique, je pense, aujourd'hui, dans une époque qui est un peu chahutée, qui est une époque pleine d'incertitudes et assez angoissante, se replie sur des valeurs sûres et des valeurs cocoon, des valeurs qui sont rassurantes. Oui, réécouter ce qu'on connaît déjà et ce qui a déjà fait ses preuves, c'est ce qu'on appelle des points chauds en radio. Toute nouveauté, toute approche nouvelle où on prend un risque, c'est un point froid, et voilà, il faut ce point le réchauffer pour que l'auditeur se l'apprivoise et s'y sente bien. Sur ce type de radio, entre guillemets, de mémoire, on joue sur du velours, surtout en 2019 où l'époque est incertaine. Tu n'avais pas d'expérience managériale à l'époque. Toi, tu as lu un vieil article du Soir écrit par Fernand Letiste. J'ai tout lu. D'accord. Tu n'avais jamais dirigé à proprement parler une équipe, une chaîne. Tu t'es retrouvé à la tête d'un paquet de gens. Tu as pris des responsabilités. Après 12 ans, donc, puisque tu as quitté le navire fin 2015. Oui. Après 12 ans à la tête de Pure FM, on est forcément plus tout à fait la même personne qu'au début. Bien sûr. Qu'est-ce qui a changé chez toi personnellement, avant, après, pendant ? La fonction fait l'homme, et donc c'est vrai que une expérience comme celle-là, on n'en sort pas totalement indemne. Ça ne veut dire pas... ça ne veut pas dire, ce qui est exactement la même chose, mais à l'envers, mais ce n'est pas contradictoire. Ce qui ne veut pas dire que tu en sors cabossé, blessé, estropié, pas du tout. Tu en sors aussi grandi, et je trouve que ça m'a été très très utile de me mettre dans la position de devoir chaque fois trouver des solutions à des problèmes et de faire appel à ce qui est, pour moi, au final, la chose qui m'amuse le plus, à savoir de la créativité. Je disais ça à l'époque au directeur financier de la RTBF, qui n'est plus le même, qui est parti aujourd'hui, mais qui était donc le directeur de la gestion financière de la RTBF. Et je lui disais, punaise, quand j'ai appréhendé, tu vois, les premiers profils du job, une des choses qui me paraissait pour moi la plus compliquée, la plus embêtante, c'était la gestion financière. Et je lui ai dit,
Et ben, je me suis dit qu'au bout du compte, trouver des solutions dans un problème d'équation de gestion financière, c'était aussi à un moment donné faire appel à de la créativité pour se sortir de la problématique. Comment retrouver de l'argent, comment faire qu'une chose existe en sachant que l'enveloppe elle est pas ouverte et il faut faire avec ce qu'on a. Donc il faudrait peut-être ralentir ou arrêter quelque chose si on veut des nouveaux moyens pour entamer de nouvelles choses. Et je dis même ça, il y a une part de créativité qui me plaît dans l'approche de la gestion financière. Ouais. Alors qu'au départ, c'était peut-être quelque chose qui ne m'intéressait pas. Voilà, je me suis découvert 2 ou 3 affinités, aussi avec les ressources humaines, qui est encore un autre volet compliqué dans le management, mais globalement défendre des idées, entraîner une équipe avec soi, trouver les moyens d'ouvrir des chantiers et essayer de lancer de nouvelles choses. Tu vois, sur une chaîne jeune comme Pure FM à l'époque, le job n'est jamais fini, quoi. Parce qu'on est forcément sur une chaîne qui se renouvelle, dont le public se renouvelle. Ouais. Mais oui, c'est même sa raison d'être, à savoir on est en permanente réflexion sur c'est quoi le prochain coup à jouer, c'est quoi la prochaine chose à côté de laquelle il ne faut pas passer, le prochain mouvement, etc. Et tout ça mis ensemble crée effectivement des mouvements dans le positionnement. Donc c'est un projet, entre guillemets, une chaîne jeune comme ça qui n'est jamais finie. Le jour où il est fini, c'est que c'est devenu une chaîne comme Nostalgie. Oui, c'est jamais fini. Voilà. Je dirais que presque chaque jour, il fallait remettre son titre en jeu. Ouais. C'est ça qui était intéressant. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Il y a un côté entrepreneurial, un côté prise de risque. Oui. On sait que Pure, ça n'a pas toujours été un animal facile à gérer. Non. Quand on lit les articles, la RTBF semblait presque toujours un peu déçu des audiences, qui plafonnaient 2-3%, alors que on disait à côté, Classique 21, on était plus dans les 8-9%. Ouais. Il y a eu des changements fondamentaux, donc on le disait, un renouvellement perpétuel, voilà, en termes de stratégie, de ligne éditoriale, de grille, d'animateurs. Quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur l'aventure Pure FM en rétrospective, voilà, vis-à-vis de ces difficultés que tu as pu avoir? Tout le monde a des difficultés. Ouais. Oui, on peut parler avec Marc Isaïe, que j'ai encore très très souvent au téléphone, qui est donc le patron de Classique, enfin qui était le patron de Classique 21. Il vient de prendre sa retraite. Ouais. Voilà, il vient de prendre sa retraite. Ça n'a jamais été non plus une promenade ou aucune partie de plaisir. Forcément, il y a toujours dans ce type d'aventure des choses qui sont un peu moins agréables, plus compliquées à gérer. Par rapport à Pure, moi je suis content parce que quand je suis parti, l'audience de la chaîne était à 3.6, 3.7. Elle n'avait jamais été aussi haute, voilà, sans forcément faire une programmation triviale, racoleuse et donc j'en suis sorti, je trouve, avec un beau bilan et un beau bulletin. Pour le reste, oui, effectivement, y arriver était extrêmement compliqué. Quand tu compares avec une chaîne comme Studio Bruxelles, par exemple, voilà. Oui, mais la comparaison revient souvent. La comparaison revient souvent. Or, la comparaison est totalement impossible. Le paysage flamand n'est pas du tout le même que le paysage francophone. D'abord, c'est pas le même bassin de population, et en quantité et en profil et culturellement, je vais dire en qualité, mais oula, attention. Attention. Mais bon, c'est pas le même profil, c'est pas c'est pas le même profil de population. Et puis surtout, la Flandre a eu, peut-être à tort, ce réflexe, cette stratégie de ne pas ouvrir son paysage radiophonique à tous les intervenants venus de l'extérieur. Ils sont restés quand même relativement monopolistiques. Il y a eu des initiatives comme Vire FM ou des choses comme ça, mais qui restaient quand même des projets flamands qui émergeaient depuis le territoire flamand. On n'a pas vu tout à coup des grands réseaux
hollandais. Je cherche d'autres pays qui parlent le flamand. Je crois qu'il y a Énergie qui est présent en Flandre maintenant. Ouais, mais c'est Énergie. Ouais. C'est tout petit nostalgie. Ouais, aussi. C'est ça. Voilà, ça représente pas grand-chose. En fait, ça permet surtout à Énergie et à Nostalgie de proposer aux annonceurs une couverture nationale qui est beaucoup plus attrayante. Qui penche la balance. Oui, c'est ça. Quand on propose une campagne nationale à un annonceur, c'est toujours beaucoup mieux que de lui dire nous on peut te proposer une campagne régionale Bruxelles sud du pays, mais par ailleurs il y aura un autre interlocuteur pour te vendre la même chose pour le nord. Mais pour en revenir sur le plan des fréquences, du côté wallon, c'était une vraie passoire. Hein. On a laissé rentrer Fun Radio, on a laissé rentrer Énergie Nostalgie, on a laissé rentrer Chéri FM, on a laissé rentrer des projets venant du groupe RTL. Pas assez ouvert en Flandre, mais beaucoup trop ouvert côté Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ça que tu dis? À un moment donné, je veux dire, il y a un gâteau à se partager, et ce gâteau, il n'est pas extensible à l'infini. Il y a un certain nombre d'auditeurs potentiels, ils ont chacun 2 oreilles et pas 4 ou 5 oreilles, et il faut se battre pour se partager ça. Voilà. Avec parfois des gens qui travaillent avec d'autres moyens. Une marque comme Énergie profite énormément de leur promiscuité avec TF1, mais comme le public belge francophone peut regarder TF1 lorsqu'il voit Énergie, qui est une marque qui est vraiment omniprésente sur TF1, ça leur fait une vitrine promotionnelle mais qui est colossale, et eux ne font pas la différence entre la marque Énergie française et les programmes Énergie Belgique, quoi. Voilà, donc on part pas exactement avec les mêmes armes. Et puis nous aussi, on est ici à l'RTBF un service public. Ça veut dire que il y a un contrat de gestion, il y a toute une série de choses qui sont importantes à conserver, des choses qui sont aussi importantes à surveiller, parce que ce soit en forme de quota ou voilà, il y a une déontologie, une manière de faire de la radio, et puis aussi des chiffres à respecter parce qu'ils font partie de ce que l'on doit au gouvernement via le contrat de gestion, puisqu'on vit pour 70% de la mais donc tu fais un listing assez complet, enfin assez long, j'allais dire, de difficultés, d'obstacles, voilà, qui sont face à l'RTBF, à Pure FM, voilà, entre 2004 et 2016 et même encore aujourd'hui. Quand on parle de cette période et qu'on parle de consommation musicale, on pense pas en premier lieu à la radio FM, on pense à l'émergence de Casa, Emule, LimeWire, Blog Music, Deezer, YouTube, Spotify, donc des nouveaux modes de consommation, un peu moins tout de même à la radio FM. Donc il y a eu tous ces changements importants en termes de consommation de musique, en particulier de la part du jeune public, puisqu'on pouvait tout à coup écouter... La plupart de ce que tu m'as énoncé, que ce soit Casa, LimeWire... Emule, tout ça n'existe plus. Non, tout ça n'existe plus, mais sur cette période de temps, tout ça a émergé. Ouais, mais ça concernait quand même un public de niche et de geek, et pas le grand public. Ça c'est les premiers que j'ai listés. Qui aime bien allumer sa radio et puis recevoir. Ça sont les premiers que j'ai listés, mais après ça, on a vu émerger Blog Music qui est devenu Deezer, YouTube, Spotify. Ça commence seulement aujourd'hui à se populariser, je dirais, de façon large. Netflix y a été pour beaucoup. Spotify qui essaye aujourd'hui, en se lançant dans le podcast, qui essaye de se positionner comme une sorte de Netflix audio. Ils essayent de produire leur propre contenu. Ouais, ils ont bien compris l'enjeu. C'est en étant seulement un robinet à musique, ils vont pas y arriver. Donc ils proposent autre chose. Oui, ou alors ils ont des exclusivités. Par exemple, Amazon avec son programme Prime permet aussi, je pense que ça s'appelle Amazon Music tout simplement, leur programme de streaming. Ils ont des exclusivités. Par exemple, ils proposent des chansons que tu ne trouveras pas ailleurs. Spotify fait ça aussi, des sets acoustiques live. Ici, c'est pas des mini-concerts, ou c'est carrément des enregistrements qui sont exclusifs à Amazon Music, quoi. Mais tu sais, quand Adele a lancé son dernier album qui s'appelait 23, certainement le dernier, 25, je ne sais plus. Je sais pas, il y avait 19, 21 et 23. Enfin, je crois que c'est 23. Sur lequel il y avait Hello. Enfin, donc cet album était hyper attendu, et Apple Music lui a fait une offre qui était d'avoir l'album pendant, je crois, 25 le dernier. 25, ok. 25. Donc
d'avoir l'album pendant 1 an en exclusivité sur Apple Music, sauf les singles. Ça, ils pouvaient les distribuer en radio et ailleurs. Ça servait un peu de locomotive pour l'ensemble de l'album. Et donc, en gros, en lui disant, tu ne permets pas de laisser la diffusion de tes chansons ailleurs que chez nous. Et pour ça, on te donne un fee. Je crois que c'était sur plusieurs années. Et il y avait même une somme qui augmentait d'année en année. C'était mais colossal. C'était lui garantir des millions et des millions d'albums. Enfin, ça correspondait, la somme, à autant de millions d'albums vendus sans devoir les vendre, quoi. Elle a refusé, mais un jour on va y arriver. C'est que le nouveau Ed Sheeran ou le nouveau Coldplay, tu pourras pas l'entendre à la radio parce que un acteur de streaming aura acheté les droits, et si tu veux l'entendre, tu devras t'abonner à cette plateforme. Ça va se diviser. Est-ce qu'à ce moment-là, on va pas retourner à se dire, bon, bah, je suis obligé de le pirater, du coup, puisque je suis déjà abonné à Spotify et que je veux un album exclu à Apple Music. Est-ce qu'ils sont pas en train de se tirer un peu une balle dans le pied? Oui, mais ça, tu te places dans la position utilisateur, où tu dis, moi, utilisateur, si ça se passe comme ça, je pirate. Moi, mon discours, il est du côté de l'opérateur. Comment, à un moment donné, pourra-t-on vivre sans avoir la possibilité de diffuser les artistes les plus populaires sur le marché, artistes dont la popularité a été gagnée d'ailleurs en passant par les réseaux traditionnels à un moment ou à un autre de leur carrière. Ça va être extrêmement compliqué. Yes. Mais donc, il y a eu tout de même, enfin je reviens sur ce que je disais, voilà, entre 2004 et 2016, et même après, voilà, des évolutions très importantes au niveau de la consommation de musique. Oui. En 2009, moi je pense que quand je voulais écouter une chanson, j'attendais pas qu'elle passe à la radio comme 20 ans avant, mais je tapais le nom sur YouTube et j'écoutais instantanément. Comment est-ce que ça impacte une radio FM pour les jeunes quand tout d'un coup, le public jeune, il peut écouter tout ce qu'il veut quand il veut, et que voilà, ces options-là sont sans doute plus attirantes, plus attrayantes que le fait d'attendre à la radio que la nouvelle chanson passe. Alors, faut poser la question à ceux qui s'occupent des radios jeunes. C'est plus mon cas. Oui, mais tu t'en es occupé dans cette période charnière. Il y a deux attitudes à avoir. La première, c'est ne jamais oublier l'ancrage local. Donc, de vraiment parler aux gens de ce qui se passe autour de chez eux, d'avoir une proximité, ce que ne pourront jamais faire tous les algorithmes du monde, parce que on ne connaît bien que ce qui est proche, et que l'auditeur sente qu'on s'adresse à lui, qu'on connaît son environnement et qu'il est resitué dans un ensemble. Ça, c'est extrêmement important. On va avoir cet ancrage local. Et puis deuxièmement, c'est d'avoir autour de la musique un accompagnement que ces plateformes de streaming ne font pas toujours. Alors, les plus pointus, les plus grands amateurs de musique ou les plus curieux n'auront jamais besoin d'un accompagnement, mais je dirais que pour une fraction de la population qui n'est pas marginale, ils aiment bien que le travail soit prémâché et que donc une radio fasse ce rôle éditorial de faire le tri avant d'en arriver à la diffusion. Moi, je compare toujours ça à une sorte de pâtisserie où on lance des gens dans le magasin en disant voilà, c'est open bar, vous mangez tout ce que vous voulez, c'est un peu ça Spotify, vous pouvez y aller, c'est compris dans le prix et c'est open. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va mordre un peu dans tout pour goûter jusqu'à s'en rendre malade et vomir, mais ils n'auront réellement goûter ni profiter de rien. Je discutais à l'époque avec le responsable de Deezer en Belgique. Le bureau n'existe plus, le bureau belge a fermé. Il me disait que dans leurs statistiques, eux pouvaient voir le temps qu'une chanson était écoutée avant d'être abandonnée par celui qui a fait play, quoi. En gros, est-ce que les gens qui écoutent en entier? Non. C'est incroyable le nombre de chansons qui ne sont même pas écoutées plus d'une minute, et puis on passe à autre chose. Une espèce de frénésie comme ça, du zapping, comme je disais, on mord dans l'éclair au chocolat, on jette le reste, et puis on se jette sur une tarte aux fraises, et puis on jette, et puis ouais, un merveilleux, et on mord oui, et au bout d'un moment, more is less, quoi. La surabondance, avoir trop de choix empêche de choisir, ou en tout cas de faire des choix pertinents. Donc, il y aura toujours besoin d'une approche éditoriale ou d'une
curation pour ceux qui sont un peu perdus quand on les laisse à la manœuvre de quelque chose dans lequel ils n'ont pas toujours tous les outils pour s'y retrouver. Yes. Mais la découverte du terreau musical un peu plus local, ça présume tout de même une certaine curiosité. Bien sûr. Pour ce qui est neuf. Et dans une chronique que tu faisais en juin dernier, tu expliquais justement que 2 personnes sur 3 étaient bloquées dans un style musical bien particulier, qu'on reste cloisonné, coincé dans ce qu'on connaît déjà. Donc finalement, on a un public qui peut écouter ce qu'il veut quand il veut, qui n'a pas envie de découvrir des trucs nouveaux. On sait aussi que la RTBF, à cause de c'est très technique, mais la libéralisation des ondes FM, c'est attaqué peut-être au public jeune un peu plus tard que à l'étranger. Donc on a tous ces challenges-là au niveau du public, au niveau des modes de diffusion, au niveau des contraintes que tu as listées avant, les concurrences et tout ça. Quand on dit tout ça, j'ai une question un peu provoque, mais on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu perdu d'avance? Non, perdu d'avance. Est-ce qu'on ne nage pas à contre-courant? Non, perdu d'avance, non. Par contre, il faut rester très, très lucide et très, très humble sur les objectifs qui sont potentiellement possibles. En gros, avec une chaîne musicale jeune basée sur la découverte, sur le développement d'artistes émergents, sur l'accompagnement, viser 10 points de part de marché en Fédération Wallonie-Bruxelles, compte tenu du bassin de population et compte tenu de l'approche du profil éditorial de la radio à développer, c'est absolument impossible. C'est totalement impossible. Par contre, avoir un objectif qui est raisonnable, qui est effectivement quelque chose autour de 4,5, et je te dis, moi j'ai laissé, j'en suis assez fier, la radio à 3,7, ça reste quand même dans l'ordre du possible. Et ce possible, quand tu es une radio qui, quelque part, comme on appelle ça, fait de la prescription, c'est-à-dire que on est early adopter, donc en gros on est les premiers à proposer quelque chose avec toujours l'espoir que d'autres radios plus populaires vont s'en emparer pour porter des artistes ou des chansons plus loin, là où toi ton domaine s'arrête. Ça, c'est la particularité du service public. Mais oui, on m'a toujours dit, tu te rends compte, vous avez été les premiers à passer, je ne sais pas, que ce soit Girls in Hawaii ou Alice on the Roof ou Sold Out. Noah Moon, voilà, c'est un bon exemple, des gens comme ça. Et il me dit, et maintenant, Radio Contact ou Énergie les passe. Et moi je réponds, mais c'est super. Oui, tant mieux. Ben ouais, tant mieux. Tant mieux pour eux, tant mieux pour elles. C'est bizarre parce que les artistes vous appartiennent pas. Enfin, c'est quoi la logique derrière ? Mais non, mais c'est toujours le côté. Vous êtes fait racketter. C'est vous qui les avez développés. Et maintenant prise de les risque autres qui ne paye pas tellement, quoi. Ouais. Mais ça, je dirais que pour moi, la plus belle des récompenses, c'est que quand un artiste parti de rien est développé sur une antenne dont j'avais la responsabilité, finit par passer sur des radios populaire, commercial, beaucoup plus généraliste en termes musical, ça veut dire qu'on avait misé sur les bons chevaux et surtout, c'est comme quand tu donnes la main à un enfant pour lui apprendre à marcher, à un moment donné tu lui lâches la main et tu te dis vas-y, et ça c'est une vraie fierté, quoi, une vraie satisfaction, sachant que une fois que celui-là vit sa vie, on va voir à qui on peut maintenant accorder de l'attention pour faire le même travail, puisque c'est un travail sans fin. Pour parler un petit peu de Pure après ton départ, moi pendant mon adolescence, quand j'écoutais Pure, c'était les émissions préférées, c'était Snooze le matin en me lavant les dents, et puis 5 heures cinéma le mercredi après-midi, et puis de temps en temps des trucs le week-end. Semble qu'aujourd'hui la chaîne ne veut pas vraiment faire émerger de personnalités, et c'est beaucoup de pigistes parmi les animateurs. Ils ont pas de CDI, ils peuvent se faire éjecter assez facilement.
c'est quoi la logique derrière ça exactement Je sais pas, je suis pas là. Je suis pas derrière ça. C'est ça. Et je ne connais pas le statut. Tu me parles de pigiste, de CD, j'en sais rien. C'est ça. Je connais pas le cadastre ni de Pure, ni de. Ok, j'évacue la question alors. Ni des autres chaînes. Mais il fallait poser la question à ceux qui s'occupent de ça. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, ça fait bientôt 3 ans que je n'y suis plus. Ouais. Donc, j'imagine que des choses ont changé. Et dans quel sens, je l'ignore complètement. Je vais peut-être poser la question autrement. Juste avant ton départ, tu avais validé un projet d'une petite émission qui s'appelait Radar, avec un monsieur qui s'appelle Maxime Wathieu et deux madames qui s'appelaient Sarah Baume et Fanny Ruet, qu'on embrasse très fort. Et ce projet a disparu après 1 an. Donc c'est un petit peu ce que je vois comme quelque chose d'emblématique dans le changement de direction de la chaîne. Il faut aller poser la question à ceux qui ont pris la décision de la question supprimer. Que j'ai envie de poser, c'est oui, comment est-ce que toi tu le vois quand tu fais émerger un projet qui disparaît juste après? Alors moi, je suis dans un état d'esprit où quand je m'occupe de quelque chose, je m'en occupe à 100%. Quand tu t'en occupes plus? Quand je m'en occupe plus, je m'en occupe plus. Ouais. Voilà. Ou sinon, tu finis par... Et tu sais, dans ma vie, j'ai maintenant 58 ans, je me suis occupé de beaucoup de choses. Donc, si je dois revenir en arrière sur toutes les choses dont je me suis occupé, et en disant, oui, mais si, avec des... oui, mais non, mais si... Voilà, je m'en occupe pas. Ce genre de questions, il faut interpeller ceux qui ont pris les décisions. Je comprends. Moi, je peux te parler de l'intérêt d'une émission comme celle-là, puisque je l'ai mise en place. Maintenant, de l'intérêt de l'arrêter, comme c'est pas ma décision, c'est pas à moi de la commenter. Tu évoquais tout à l'heure la question du budget. Est-ce que Pure a ou avait, dans ta période, les moyens d'aller à la hauteur de ses ambitions? Bien sûr. Que ça soit sur des sorties en festival, que ça soit sur des sessions acoustiques, des showcases, que ça soit sur des émissions à mettre en place, que ça soit sur une grille de programme spéciale pour les fêtes de fin d'année, pour l'été, que ça soit même sur le merchandising, des goodies, des choses comme ça, ou des campagnes de pub. Ouais. Mais à un moment donné, quand on parle d'argent, il y a aussi des choix à faire. Hein. Mais je pense que par rapport aux choses que je voulais faire, j'ai toujours trouvé les moyens de l'approche créative que tu évoquais tout à l'heure. De les réaliser, en laissant parfois tomber d'autres choses. Très bien. Aujourd'hui, quand tu es chroniqueur chez Medical Fat, le matin, dans Matin Première, le sujet que tu évoques le plus souvent, ta spécialité, c'est plutôt l'industrie musicale, les tendances, le streaming, les concerts, les deals avec les majors. On l'a dit, la consommation musicale aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Le piratage est passé par là, le streaming est passé par là. Quand on écoute certains, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur pour les artistes aujourd'hui, que rien ne va plus, que le public n'est plus prêt à dépenser de l'argent pour sa musique, que le streaming n'apporte plus rien. Dans recommandé par 5 heures, j'ai pu lire à un moment donné, l'industrie est fauchée. Et pourtant, chaque année, quand on voit les rentrées d'argent des majors, on voit que ça bat des records, c'est de plus en plus élevé. Et que l'industrie se semble, en tout cas, de l'extérieur, se porter plutôt bien financièrement. Alors, il faut recontextualiser. Nous avons dit, j'ai dit, on l'a écrit dans un bouquin. Il y a 2 ans, l'industrie est fauchée. Depuis 2016, parce qu'on on est au tout début 2019. Depuis 2016, depuis 2 ans et quelques mois, l'industrie de la musique va bien, très bien. Elle n'a jamais été aussi bien aujourd'hui que depuis ces heures superbes des années 60, 70 et 80. Oui, il y a eu un passage à vide. Parce que il y a eu à un moment donné le CD qui ne se vendait plus et le streaming n'était pas encore complètement adopté, du moins pour sa partie payante. Donc il y a eu une sorte d'in between, là, un gap, un peu une zone qui était en friche, voilà, un traversée du désert. Aujourd'hui, ça va super bien. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'argent, plus qu'ils n'en ont jamais eu, mais il est partagé par
un nombre de personnes réduit. C'est-à-dire que sur l'ensemble des millions de dollars qui sont générés, l'assiette est partagée. Je pense que je l'avais expliqué d'ailleurs dans cette explication, dans ce billet expliqué dans l'explication, ça c'est bien aussi. J'avais aussi désigné qui étaient les grands vainqueurs, quoi. C'est en réalité 3 labels 3 maisons de disques, 3 entreprises qui se partagent le gâteau. Mais dans ces entreprises, c'est 4 ou 5 têtes qui raflent la toute grande majorité de l'argent disponible. Ouais. Donc ce qui reste pour les autres, effectivement, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est strictement une question... Mais l'industrie, elle est en bonne santé. Les gens qui reçoivent l'argent sont des gens qui sont réellement écoutés, mais pour 10 ou 15 artistes écoutés et qui monopolisent à peu près toute l'écoute mondiale, derrière, il y a des centaines et des centaines d'artistes qui, eux, doivent vivre avec un peu les miettes. Le problème, il est là, c'est qu'on a des artistes blockbusters qui monopolisent à peu près toute l'écoute, tout le streaming mondial, et c'est un petit groupe, quoi. Ils sont pas nombreux. Quand tu dis que tous les autres doivent survivre avec des miettes, est-ce que c'est relatif et que c'est juste que voilà, Kanye West fait des milliards et que les autres se font seulement 50 000 euros par an, ou bien, quel est l'ordre d'idée exactement ici? Je crois que par rapport aux premiers qui se font des centaines de millions d'euros, ceux qui sont déjà dans la catégorie en dessous, on parle plutôt en dizaines de milliers. Je pense qu'il y a mais c'est comme le monde socio-économique dans lequel on vit aujourd'hui. La middle class, entre guillemets, loin derrière a plutôt le tendance top, à disparaître, et on a soit les classes vraiment triple A supérieures, et puis très vite en dessous, on retombe sur des classes inférieures qui gagnent beaucoup moins, mais entre les deux, il n'y a plus beaucoup de place, quoi. J'écoutais il y a quelques mois une interview de Shirley Manson chez Joe Rogan. Elle parlait des deals 360. Ouais. Quoi, aujourd'hui, quand on signe chez Universal, prennent sur tout. Oui. Tu peux nous expliquer un peu cette tendance, d'où ça vient? En fait, la tendance vient... il faut remonter aux origines. Quand un artiste signe un contrat avec une maison de disques, il signe pour que la maison de disques ait les droits d'exploitation de ses chansons dans le format enregistré qui sera livré à exploiter. Mais donc, du coup, la maison de disques paie pour que l'artiste ait les moyens de réaliser ses enregistrements. Donc, du coup, l'artiste garde ses droits d'auteur, la maison de disques a ce qu'on appelle le droit sur le master, c'est-à-dire l'exploitation de l'enregistrement des chansons dans le format original qui est celui qu'on va sortir, qu'on va livrer aux radios et mettre en magasin. C'est tout. L'artiste fait des concerts, c'est pas le problème de la maison de disques. La chanson est adaptée dans une autre langue, c'est pas le problème de la maison de disques, c'est le problème de l'éditeur. La chanson est utilisée pour une publicité, la maison de disques peut demander un peu de sous, parce que si c'est la version de l'album, la version dont eux ont payé l'enregistrement qui est utilisée, ils peuvent avoir un petit retour là-dessus. Mais si on réenregistre la chanson pour la placer dans une pub, parce qu'on trouve que le format sera plus adapté en la réenregistrant, la maison de disques ne gagne pas d'argent là-dessus. Donc, quelque part, à la grande époque où on vend du disque, tout ça n'est pas très contraignant. La maison de disques s'en sort largement avec uniquement les ventes de disques et l'exploitation du matériel sonore sur un support physique. Que ça soit des cassettes, des vinyles, puis plus tard le CD. Et puis avec le piratage, avec le téléchargement, la disparition, la crise du disque. Dès le moment où le disque ne se vend plus, ce n'est pas seulement l'artiste qui perd de l'argent, mais aussi la maison de disques, qui décide quelque part d'augmenter son secteur d'activité et de se diversifier pour être à peu près à tous les postes où un artiste peut gagner de l'argent. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des maisons de disques qui continuent à faire leur job de maison de disques, mais lorsque tu signes un contrat, tu dois céder, par exemple, tes droits éditoriaux en tout ou en partie. Donc
l'exploitation des droits d'auteur. Tu dois peut-être aussi signer avec la branche organisateur de concerts de la maison de disques. Chaque maison de disques a une branche concert pour les tournées, donc signer aussi avec cette branche-là pour que chaque fois que l'artiste monte sur scène, la maison de disques, qui n'est plus juste qu'une maison de disques, qui est plutôt une plateforme de promotion, de production, de diffusion et d'exploitation du matériel d'un artiste, puisse aussi toucher sur ça. La maison de disques peut aussi vouloir un pourcentage sur la vente des t-shirts. Ils peuvent aussi vouloir avoir un pourcentage sur l'exploitation, par exemple, d'un site internet. On sait que beaucoup d'artistes, et parmi les plus grands, comme U2, ils ont des sites qui sont payants. D'ailleurs, tu dois t'inscrire pour pouvoir être le premier à pouvoir acheter des tickets et tu dois avoir les bons tickets. Mais voilà. Beaucoup d'artistes ont des sites qui sont payants. La maison de disques veut aussi son droit de retour payant sur l'image de l'artiste, sur les vidéos de l'artiste. Donc il y a vraiment l'idée d'investir dans un artiste, l'aider à démarrer, et puis on récupère tout ce qui pousse par après. Dès le départ, contractuellement, l'artiste est lié à la maison de disques pour toutes ces formes d'activités qui peuvent rapporter de l'argent. C'était pas du tout le cas avant. Tu avais des interlocuteurs différents pour chacune de tes activités. Donc il y a vraiment l'idée de non plus simplement presser des disques, mais s'occuper de la distribution, s'occuper du marketing, s'occuper de la présence médiatique. On ne presse plus des disques. Oui, c'est ça. Ça n'existe plus. Ouais. Voilà. Presque plus, oui. Presque plus, ouais. Il y a un petit marché pour le vinyle qui est balbutiant, mais c'est comme anecdotique, hein. Oui. C'est comme les gens qui mangent bio, quoi. Voilà. Oui. C'est comme le retour de la cassette, ça me fait rire. C'est ce côté un petit peu vintage, marrant. On rachète une platine et on écoute un vinyle. Je me souviens qu'en 2012, quand je regardais tout ça, on fantasmait un petit peu en se disant, aujourd'hui, finalement, la distribution, on n'a plus besoin de presser les disques, on n'a plus besoin des maisons de disques, on enregistre en studio sa musique, on la distribue sur Internet, et puis les ventes de tickets de concert vont faire x5, tout le monde va arriver dans les salles de concert parce que ils ont piraté le disque et qu'ils connaissent les bonnes chansons. Finalement, ça s'est pas passé comme ça, puisque l'industrie du disque, d'après ce que tu me dis, serré les dents, un petit peu. Mais je pense que ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot piratage, pirater. Je crois que cette époque-là du téléchargement, je parle au passé, du piratage, c'est une époque qui est déjà révolue. Bien sûr. Et depuis que les services de streaming restent à des prix abordables et encore une fois, je pense que Netflix y a été pour beaucoup, à savoir offrir un catalogue absolument incroyable pour 9,99€ par mois. C'est le même tarif qui est pratiqué par Spotify, par Apple Music. Avoir accès à une sorte de bibliothèque mondiale de façon immédiate, permanente, sans limite, pour 10€ par mois, avec un confort d'écoute qui n'est pas perturbé par des instabilités de connexion ou bien simplement interrompu par de la pub. Mais le business les observateurs l'avaient toujours dit, le jour où le business offrira à un prix raisonnable un service de qualité, les gens vont payer. C'est pendant des années, l'industrie du disque s'est protégée de ses consommateurs en mettant des DRM, voilà, en watermarquant les trucs. On se souvient même d'une époque où les gens ils achetaient un CD et ils savaient pas les écouter dans les voitures Mercedes parce que les lecteurs embarqués dans les Mercedes refusaient de lire un disque qui était protégé, un CD qui était protégé par un DRM. Mais je sais pas si on se rend compte dans quel monde, à un moment donné, le consommateur, l'amateur de musique a été obligé de vivre pour avoir accès à ses artistes préférés. Je ne connais aucun autre exemple dans le monde où une industrie se protège de ses consommateurs. C'est complètement dingue. C'était complètement dingue. Au lieu d'essayer d'écouter les besoins et d'apporter des solutions. Donc là, il y a eu un moment donné où il y a eu une espèce de cacophonie comme ça entre ce qu'il fallait proposer, comment faire pour ne pas le donner mais le vendre. Enfin voilà, c'était
un moment très 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 compliqué et sans issue. Là aujourd'hui, avec la manière d'envisager le streaming tel qu'il est là, et avec évidemment toutes les précautions que j'ai expliquées, c'est beaucoup les mêmes qui se taillent la part du gâteau. Il ne reste pas beaucoup pour les autres, mais au moins pour un prix abordable, on a accès à un service qui est de qualité et qui est illimité. C'est ce que les gens voulaient, c'est ce que les gens avaient toujours dit. Le jour où on nous donnera pour un prix raisonnable quelque chose de qualité, bien sûr qu'on va payer, on ne va pas s'embêter à télécharger illégalement. Et le résultat, voilà, ce qui avait été annoncé s'est produit. Durant justement cette période de transition un petit peu difficile, cette traversée du désert, certains se disaient, finalement, pourquoi est-ce que les artistes ne peuvent pas aller juste en studio, enregistrer leurs trucs avec leurs producteurs, voilà, ils travaillent sur leur disque, ils prennent leur temps, puis une fois que c'est fait, ils vont directement chez Spotify, ils vont directement sur les plateformes, qu'elles soient légales, qu'elles soient illégales, peu importe, mais bon, aujourd'hui on est plutôt évidemment, puisque le streaming est roi, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste passé à un modèle de consommation où il y avait d'un côté le producteur de contenu, l'artiste, de l'autre côté l'auditeur, et peut-être entre les deux, voilà, pas d'intermédiaire. La salle de concert éventuellement, quoi, voilà. Oui, mais ça c'est le grand fantasme de la blockchain, voilà mais ouais. C'est-à-dire que entre les deux, il y a quand même un passage qui est la promotion et la consolidation d'un nom qu'il faut faire grandir et répercuter et faire résonner. Voilà. Oui, mais donc vraiment, les majors sont vraiment devenus des boîtes de marketing, quoi. Bien sûr, oui. Évidemment. Les années 60, 70 et 80, les patrons des maisons de disques, ce sont d'abord des gens qui ont une fibre artistique et ils vont découvrir des talents, ils y croient et ils misent. Depuis les années 90, les patrons des maisons de disques, ce sont des gens qui viennent de chez Danone, qui viennent de chez... J'allais dire, ils vendent des yaourts, ouais. Qui viennent de chez Ikea, qui viennent de... Tu sais, à un moment donné, chez... je pense qu'il était chez EMI. Ouais, chez EMI, qui aujourd'hui n'existe plus, puisque c'est Warner qui a racheté EMI. Les gars qui ont dû décider au moment du rachat quels artistes on garde, quels artistes on jette, ils avaient un tableau Excel, et avec juste des chiffres, mais et je sais qu'un gars comme Alain Chamfort s'est retrouvé sur le carreau parce que en fait les chiffres en face du numéro de référence de ce qu'il représentait, mais son nom n'apparaissait même pas, c'était pas bon. On jette. Qui est derrière Alain Chamfort? On s'en fout. Oui, mais attends, Alain Chamfort, c'est quand même du patrimoine, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, comme je dis toujours, qui a vendu vendra, on ne sait jamais, il peut écrire pour d'autres. Regarde, il l'a fait à cause des garçons, les filles ont eu un tube colossal. C'est quand même quelqu'un à manipuler avec précaution, de par son trajet, sa carrière, un talent qui a quand même traversé plusieurs époques, même s'il vend moins aujourd'hui, parce que c'est une personne, voilà, plus âgée, mais... Non, mais c'est considéré exactement sans précaution et c'est dégagé. Il n'y a pas de capital de respect, capital de... Non. Voilà, non. On fait table rase de tout ça. Et le problème aussi, c'est que je le dis toujours, aujourd'hui, un artiste, pour être signé, il doit déjà être connu. Si tu prends une fille comme Lily Allen, elle avait déjà un potentiel et un following sur les réseaux avant même qu'une maison de disques ne veuille la signer. Ed Sheeran, il était déjà assez grand sur YouTube et sur SoundCloud avant que Warner ne s'y intéresse et ne lui propose un contrat. Aujourd'hui, on ne s'intéresse à toi que si tu as déjà fait toi-même, tout seul, une grande part du chemin. Tu dois déjà être professionnel avant qu'on te propose un contrat pro, quoi. Ou alors t'as des gens voilà, à qui tout sourit comme Angèle, qui a effectivement fait le boulot toute seule et a grandi sur les réseaux. Et puis à un moment donné vient la question du contrat avec une maison de disques. Et à force de réfléchir, elle se dit, non, je vais créer mon label et je vais simplement signer un deal de distribution et comme ça je reste entièrement libre et indépendante. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a bien fait. Quand on se base sur toutes ces observations, toutes ces tendances, qu'on regarde le futur de l'industrie, est-ce qu'on maintient le cap vers le deal 360, prise de contrôle totale de ces majors par rapport à tous ces artistes. Écoute, Guillaume, qu'il ne reste que des miettes. Ouais. Si quelqu'un te dit dans 5 ans il va se passer ça et ça sera comme ça, c'est un menteur. Aujourd'hui, ce type d'environnement, c'est un peu comme la météo. Tu peux faire des prévisions
à 5 jours ou à 10 jours, mais dire que la météo sera soit pluvieuse, enneigée ou ensoleillée dans 6 mois, c'est un leurre. L'important, c'est de pouvoir continuer à avoir l'esprit assez ouvert que pour être prêt à tout. Comme dit le vieux singe tibétain, on va laisser les fenêtres ouvertes parce que le vent va souffler. Alors d'où il va souffler, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va souffler. Voilà. Yes. Donc, voilà, il faut vraiment être prêt à tout. Être prêt même à une chose et à son contraire. On est dans un milieu, dans un environnement qui est tellement mouvant et avec une rapidité et supersonique que prévoir qu'une chose va en entraîner une autre et que le résultat, ça sera ça à 3 ans, ou à 5 ans, c'est impossible de le prévoir. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a 2 ans, la preuve, je t'ai dit, tu me faisais la remarque très justement tout à l'heure en disant oui, en 2016, tu disais que, exact, mais c'était le constat en 2016. Et j'aurais été incapable de te dire que 2 ans et demi plus tard, la situation allait se renverser. Par rapport à la rentabilité du streaming. J'ai envie de faire une transition donc voilà, sur toute cette discussion sur l'industrie de la musique, les tendances, traversée du désert et tout ça. Quand on écoute 5 heures cinéma, et qu'on écoute les productions musicales de la France, 3 lettres qui reviennent souvent, GNQ. Le grand n'importe quoi. Oui, pardon. Oui, c'est très private joke là pour le coup. Oui, c'est dans la mythologie 5 heures. Ce grand n'importe quoi de la grande majorité des productions musicales françaises. Oui. Comment est-ce que ça s'explique en fait ? La France a toujours été un peu une bulle, un territoire à part. D'abord, la France, c'est un pays de, je crois maintenant 68 millions ou 70 millions d'habitants. Dans ces eaux-là. Nous ici on est 4 300 000 francophones en Belgique. Ça te situe déjà l'échelle. Donc, au niveau de la production musicale, au niveau de la production et aussi du potentiel du marché que cela représente. Puisque chez nous c'est très divisé tout ça. Voilà. Ce qu'on sait peu par exemple, c'est que la France est le 2e marché du rap au monde après les États-Unis. Ce phénomène rap n'existe pas en Italie, ça existe en Italie, mais pas à hauteur de ce que la France produit. Ça existe en Allemagne, mais pas avec le potentiel que la France peut avoir sur ce marché-là. Donc la France a toujours été dans une espèce de bulle comme ça à part, qui se laissait très peu pénétrer par la musique venant de l'étranger. Si tu regardes les années 60 et 70, tous les tubes de Johnny, de Sheila, de Sylvie Vartan, de Hugo Frey, tous ces gens-là, c'était des traductions de chansons. Oui, parce que les originaux en anglais n'arrivaient pas en France. D'abord parce que les gens ne comprenaient pas et le français ne supporte pas ne pas comprendre. Et ça a mis un temps, mais incroyable, avant que les originaux pénètrent sur le territoire français. Dans un premier temps, qu'on en parle dans les journaux français dans un deuxième temps, et que ça soit diffusé sur les radios françaises dans un troisième temps. Ils ont toujours ce problème aujourd'hui de quotas qui sont très très lourds, beaucoup plus lourds que chez nous, où si une chanson doit être diffusée à la radio, il faut qu'une fraction de la chanson, un certain pourcentage, soit exprimée en français. C'est pour ça que, par exemple, on parlait de Noah Moon tout à l'heure, son Paradise, il est sorti en France dans une version différente. Il y avait une partie en duo en français avec je ne sais plus qui. C'est pour ça qu'une Lily Allen, à un moment donné, a fait un duo avec le fils de Souchon, avec Ours. Voilà. Et que Mylène Farmer fait des chansons avec dans les 2 langues, oui. Ouais, mais elle a embarqué à un moment donné, on l'a oublié, mais Moby est venu chanter avec elle. Maintenant, elle est avec LP. Ce sont des portes d'entrée pour tous ces artistes anglo-saxons sur le territoire français parce que c'est un territoire qui est très fermé, très très protectionniste. Et l'origine de la question, c'était quoi ? Comment est-ce que tu expliques le GNQ? Quand je parle de GNQ, je pense par exemple les artistes prêtres, les pêcheurs, tout ça. Voilà. Et donc, je veux dire, en vivant comme ça, en vase clos, d'abord, c'est un peu comme
les tribus qui vivent isolées en montagne, il y a un problème congénital, je pense, dans la musique en France. Ils doivent se reproduire entre eux, ils se font des feats les uns les autres. Enfin, et puis surtout les fils d'eux, les filles d'eux. Ça, c'est vraiment un sport français aussi de premier plan. Un manque de vision et aussi une sorte de repli sur soi qui n'a l'air de gêner personne. Et cette espèce les prêtres, par exemple, comme M. Pokora qui reprend le catalogue de Claude François, ce sont tous des produits TF1, quoi. Il y a aussi des relations un peu incestueuses. J'apprenais récemment que Zaz, par exemple, sous son côté chanteuse des rues, est quand même chez Une Musique, ça veut dire un produit TF1. Donc de là, ce qu'on la retrouve comme actrice dans une série TF1, comme ça a été le cas pour Jennifer, qui est une artiste TF1. Pour Laurie en son temps, et que tu retrouves alors ces gens à la manœuvre, c'est un petit peu ce qu'on expliquait avec le fameux 360. Là, on pousse le truc encore plus loin. Ce sont des poulains qui sont dans une écurie, qui est un opérateur audiovisuel. On lui fait enregistrer des disques, on fait des émissions de variété spéciales autour de l'artiste, qui va finir par être la tête d'affiche d'une série et faire acteur dans une série produite par le même opérateur audiovisuel. Et comme ça reste... Quand tu parles de ces acteurs-là, audiovisuels, les groupes de télé, TF1, Énergie, on sait justement que les jeunes consomment de moins en moins ces médias-là, même si on peut penser à Quotidien qui fonctionne très bien avec les jeunes. Voilà, il y a des exceptions, mais de manière générale, on se tourne plutôt vers Netflix, vers Spotify, vers Internet. Bon, alors je sais que tu vas me dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une érosion de ce côté consanguin des Français et peut-être une ouverture vers le monde grâce à ces acteurs Spotify dans TF1, ils ne sont pas complètement idiots. Si je ne m'abuse, ils ont quand même passé un contrat avec Norman, avec Cyprien, avec toute une série de youtubeurs. Pour en faire quoi, j'en sais trop rien. Ils ont eu finalement une émission en Access Prime sur TF1, un truc d'humour. C'est pas à moi qu'il faut demander. Ok, mais ils avaient signé un contrat avec ces gens, donc ils sont quand même attentifs à ce qui se passe à l'extérieur, pas tant dans la démarche artistique de ces youtubeurs ou dans la qualité de leur écriture ou de leur interprétation, mais ils voient simplement qu'ils font du clic et ils se disent mais ce clic, il doit venir chez nous parce que ce clic, c'est le bruit de la caisse enregistreuse, ça va représenter de l'argent. Donc voilà, maintenant, tu sais, on sait quand on regarde les enquêtes que il n'y a plus, je crois, qu'un jeune adulte sur 3 qui regarde la télévision. Donc forcément, TF1 essaye un petit peu de rattraper tout ça, mais la tendance est là. Oui, la tendance est là. Mais de toute façon, ce qui intéresse TF1, ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat. Donc le jeune fauché qui fait du stop, ça ne les intéresse pas. Donc ils vont aller plutôt s'adresser à ceux qui ont des revenus, de double revenu, la ménagère, comme on disait en son temps. Donc des gens qui ont du pouvoir d'achat et qui sont les décideurs de l'acte d'achat. Donc, sur base de ce constat, est-ce qu'on n'est pas amené à se dire, ce jeune public, peut-être, qui n'a plus envie de consommer TF1, qui n'intéresse pas TF1, et qui est sans doute beaucoup plus sur YouTube, sur Spotify, est-ce que ce jeune public-là ne va pas quitter cette logique franco-française, consanguine, comme on disait? Ils l'ont déjà quitté. Donc c'est en train de se faire. Oui, ils l'ont déjà quitté, effectivement. Mais voilà, de nouveau, une partie des jeunes, enfin, l'entièreté des jeunes est condamné à devenir vieux. Et ça c'est un truc, c'est scientifique, c'est éprouvé scientifiquement. J'ai entendu ça. Voilà. Mais une partie de ces jeunes-là se complaisent et se contentent de ce qu'on va leur donner. Ceux dont tu parles qui vont voir ailleurs, ça reste quand même ce n'est pas la grande majorité, ce n'est pas forcément la majorité la plus représentative des jeunes en France. Revenons un petit peu donc sur 5 heures cinéma, cette délicieuse émission que j'écoute depuis 10 ans. Pourquoi avant tu n'étais pas né ou tu étais juste sourd? 2010, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'étais trop jeune pour écouter. D'accord, ok. Mais oui, un truc qui me frappe, c'est que vous êtes passé format podcast. De temps en temps, vous faites des spéciales. Vous aviez fait il y a 1 ou 2 ans une spéciale cinéma belge. Ouais, il y a 2 ans. Vous avez reçu les frères Dardenne, par exemple. Oui. Quelque chose qui m'avait frappé, c'est que on parle de cinéma belge, mais en fait on ne parle que de cinéma belge francophone. On amène les distributeurs, on parle un petit peu de tout ce qui est tax shelter, etc. Ça, c'était le préalable de l'émission qu'on avait mis sur pied. C'était à l'occasion des 50 ans de l'aide à la production au cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc, dès le moment où on parle du cinéma francophone belge et de ses 50 ans, entre guillemets, il n'y avait aucune raison d'inviter Mathias Schoenaerts. Certes, mais ce que j'essaie d'évoquer par là, c'est que ce soit dans la spéciale ou dans 5 heures cinéma en général, et c'est quelque chose que je comprends très bien, mais là j'ai envie d'en parler, assez peu de cinéma flamand. Mais non, c'est faux. Pas moins que de cinéma australien. S'il y a une sortie, on en parle, sauf si le film ne sort qu'en Flandre. Nous, on s'adresse aux gens qui sont susceptibles d'aller au cinéma à Bruxelles et en Wallonie. Ouais. Il y a des tas de films, on en a encore parlé la semaine dernière, notamment des films qui viennent de chez Plopsaland, les Quadrilles. Oui, bon, ça c'est autre chose. Hein. Ouais. Ben non, c'est autre chose, mais c'est pour illustrer ce que je suis en train de démontrer, c'est que ces films-là ne sortent même pas à Bruxelles ni en Wallonie. Il n'y a aucune raison d'en parler. Par contre, quand c'est un film comme Black, quand c'est un film comme, je sais plus ces trucs qui évoquaient les tueurs du Brabant wallon là récemment, voilà. Mais tous ces films, dès qu'ils sont distribués, soit doublés ou sous-titrés du côté dans le sud du pays, Bruxelles et Wallonie, on en parle comme d'une sortie de la semaine. Je t'avoue que je suis un peu surpris, mais enfin, ce que j'essaie d'évoquer... Mais c'est que tu n'écoutes pas. J'écoute sans écouter. Non, ce que j'essaie d'évoquer, c'est un petit peu le phénomène Stan Van Sameng, tu vois. C'est quand est-ce que tu te souviens de Stan Van Sameng? Oui, très bien. Voilà. Oui, donc c'est le phénomène des Bucken of Vlamingen, où on a des rockstars qui remplissent des stades en Flandre. Et moi-même, toi-même, jamais entendu parler. Non. Et puis voilà, j'étais il y a quelques années dans le bureau de Universal à Zaventem et je vois cette énorme affiche pour Stan Van Sameng. Ouais, tout à fait. Oui, moi j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose pour le cinéma. Comme au dernier Miaz, là, il y a un gars qui a ramassé 4 Miaz, j'ai même oublié son nom, qui fait une espèce de chanson populaire en flamand, un peu du Clouseau, comme ça, mais tout seul, qui est un gars qui a présenté des émissions pour les enfants sur Ketnet, parce que je me suis fait un peu expliquer qui était ce gars. Ensuite, il a joué dans des séries en Flandre, maintenant il chante. Et ce gars, c'est 3 Sport Palace sur un week-end, les doigts dans le nez, à l'aise. Voilà, il y a une ferveur populaire flamande pour ce type d'artistes flamands. Bah, tant mieux pour eux. Voilà. Quel est l'intérêt pour nous diffuseurs de diffuser ce type d'artistes pour nos publics? Honnêtement, je le vois pas. Ça n'apporte pas grand-chose au dossier. Par contre, je comprends très bien pour la Flandre, qui est en pénurie d'artistes qui chantent dans leur langue, alors que nous, il suffit de se baisser pour ramasser avec tout ce qui vient de France et même d'ailleurs. En Flandre, je comprends que la personne qui chante en flamand reste quand même une denrée relativement rare, et c'est une denrée qui doit être préservée et cultivée. Ouais. Une frontière restera implicitement entre les films flamands et les films belges francophones, parce que ça n'intéresse pas trop le public côté francophone et que ça n'arrive pas dans les oreilles du wallon, donc pourquoi pousser, quoi. Franchement, c'est une question d'ancien belge que tu poses, mais alors on peut le regretter ou pas, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a les Ansors et les Magritte? Pourquoi il y a les Miaz et les Decibel Music Awards? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce foutoir? Pourquoi est-ce qu'on ne rassemble pas tout le monde dans une seule et même grande soirée et tout? Parce que c'est pas possible, voilà. Ouais. Parce que c'est 2 cultures mais complètement différentes, 2 approches complètement différentes. Voilà, les uns peuvent s'inspirer des autres, mais ça, le truc le plus emblématique de ça, c'est quand même le The Voice Belgique côté RTBF et The Voice Vlaanderen côté VRT. Mais bref, voilà, on va peut-être pas épiloguer là-dessus, c'est le constat, quoi. Ça aussi, il y a peut-être une analyse de sémantique à faire de ce côté-là, qui est sans doute révélatrice de quelque chose, quoi. Que la radio jeune de la VRT s'appelle Studio Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Oui, voilà. Alors que 92% de Bruxellois sont francophones. Et depuis que la NVA pense que le retrait de Bruxelles, que c'est, enfin, voilà, parce qu'il y a un retrait il faut arrêter d'investir sur Bruxelles, ça sert à rien. Retour à Anvers, etc. Et comme par hasard, maintenant la radio s'appelle Stubru et plus Studio Bruxelles. Enfin, mais tout ça sont des signaux qu'il faut arriver à décoder pour un petit peu comprendre dans quelle pièce on joue. Yes. Quelque chose qui m'a frappé aussi quand je lisais, recommandé par 5 heures en préparant cette émission, c'est que du temps où tu étais directeur de la chaîne, tu recommandais aux animateurs, surtout ne faites pas comme nous, ne faites pas du 5 heures cinéma. Alors que, à côté de ça, on se dit, mais
plus d'1 million de téléchargements par an. François Jadouille disait sur Twitter, podcast belge francophone le plus écouté. Oui. On est le podcast belge, donc belge ici, national, cinéma le plus écouté devant les podcasts cinéma, flamands. Oui. Là, tu casses un petit peu, tu te places dans une niche. Je crois tout podcast confondu, on est 16 ou 17, ce dont on n'a pas à rougir. Et en cinéma, on est le devant des podcasts flamands. Tout ça pour dire quoi ? Oui. Donc tu disais à ton écurie d'animateurs chez PFM, surtout ne faites pas comme nous. Mais non, parce que c'est un produit, c'est un écosystème 5 heures. D'abord un qui existe depuis 25 ans et qui est totalement spécifique, et le jour où Hugues ou moi on arrête, personne ne va reprendre l'émission, c'est impossible. Non, c'est clair. Mais oui, elle est directement liée à notre manière de faire les choses. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire ce qu'on fait. Si on le fait, c'est parce que c'est nous, et on n'est pas du tout exemplatif. Surtout pas. Il faut surtout pas essayer de faire ce qu'on fait. Genre, don't try this at home, quoi. Tu vois, voilà. Oui, mais ça veut aussi un petit peu dire que voilà, le jour où Hugues ou toi vous arrêtez, oui. Qu'est-ce qui sera là pour remplacer ? Est-ce que la RTBF a pour ambition de créer... Je sais rien, il faut aller demander à monsieur RTBF ou madame RTBF. Mais toi, en tant que directeur de chaîne, tu n'étais pas en train de te dire on va préparer la suite ? Non. On va préparer la relève ? Non. Non, mais sur ce projet-là en particulier, c'est absolument impossible. C'est directement lié à la personnalité de Hugues et à la mienne et à la rencontre des deux. Non, mais je ne parlais pas de reprendre 5 heures cinéma en particulier, mais voilà, on aurait pu imaginer une autre émission talk où on parle sur les disques, ça aurait pu être... je sais que 5 heures cinéma avait été remplacé pendant un temps par... Café Comédie avec Raphaël Charlier. Oui, parce qu'on continuait en podcast, oui. Donc il fallait. Donc, alors c'est la case qui avait été comblée par autre chose, mais Café Comédie ne remplaçait pas 5 heures. Oui, c'est juste la case. Je ne parlais pas de remplacer, mais je parlais de continuer dans cette idée de talk, service public, blague, un peu second degré. Aujourd'hui, la RTBF ne produit plus des contenus comme ça. Est-ce que c'est pas un peu dommage ? J'en sais rien. Je sais pas, tu es amateur de ton propre contenu, j'imagine. Donc est-ce que c'est pas un petit peu dommage de se dire aujourd'hui homme de radio, maintenant j'écoute surtout Spotify, homme de 5 heures cinéma, quand j'aurai fini, il y aura plus rien. Est-ce qu'on n'y perd pas un peu au change ? Alors j'ai pas dit quand j'aurai fini, il y aura plus rien. Il y aura d'autres choses, mais qui ne seront pas une imitation de ce que nous on a fait. Et ce n'est pas ce que je voulais dire non plus. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y aura alors comme autre chose ? J'en sais rien. Moi, je ne vois pas. Je suis pas devin, et peut-être des choses qui ne m'intéresseront pas moi parce que ça sera pas de mon âge. Il existe peut-être même des tas de trucs. Je n'ai pas non plus la prétention d'avoir une connaissance exhaustive de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait et d'avoir un avis sur tout. Il y a certainement des choses formidables qui se font et qui existent, et je n'ai pas assez de temps dans une journée pour si c'est le cas, en tout cas, on est pas au courant. Je sais pas. Il y a parfois des gens qui se manifestent avec des choses comme ça, mais rien de... Non, mais en même temps, c'est pas un jugement de valeur, c'est en disant non, il y a rien, c'est fini, il y a plus rien. Je suis pas du tout comme ça. C'est pas ce que je faisais non plus. Mais... Non, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, quelqu'un qui débarque avec un projet comme 5 heures, il prend la porte, quoi. Et c'est normal. C'est tellement hors format, c'est tellement sur orbite, c'est normal, et en même temps, 5 heures cartonne, donc on se dit, il y a quand même... Mais oui, mais c'est parce que il y a une longévité, une antériorité. On a construit quelque chose lentement pendant des années. Donc, est-ce que ça veut dire que en 95, quand 5 heures commence, on donnait sa chance à un projet comme celui-là, et qu'aujourd'hui, plus vraiment ? Peut-être, oui. Oui, mais ce n'était pas que... c'est pas grave ? Moi j'existe toujours avec ce projet, et Hugues 25 ans après, c'est que on a réussi à passer entre les gouttes. J'en sais rien, c'est qu'à un moment donné, tu sais, dans l'émission, je l'explique dans le bouquin, l'émission 5 heures, elle durait 5 heures, et Hugues intervenait pour une fraction de 5 à 10 minutes pour venir parler des sorties de la semaine. Ces 5 minutes sont devenues une demi-heure, la demi-heure est devenue 1 heure.
Mais en gros, Hugues m'avait été imposé parce que l'émission avait lieu le mercredi. Et on m'avait dit, le mercredi, tu dois parler cinéma. Tu reçois Hugues Daillet. Je me suis dit, oh non, pitié, il est pas marrant. Voilà. Le projet n'a pas été pitché comme un truc où on va parler sur les disques et où on va... Non, mais c'est pour te dire qu'on ne peut jamais prévoir. C'est un peu la théorie du chaos en mathématiques, c'est-à-dire que tout est prévu sauf l'imprévu. Et tout ce qui existait autour de 5 heures est des choses qui avaient été voulues. La seule chose qui m'avait été imposée et dont je ne voulais pas, c'est Hugues. Là, on est en... 95, ouais. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Aujourd'hui, tout a disparu, sauf Hugues. Donc, seul l'imprévu a réussi à traverser le temps et arriver jusqu'ici, jusqu'en 2019. Ouais, donc préparer la relève, en fait, ça ne peut pas se faire parce que ça ne se prépare pas. C'est l'imprévu. Bah oui, il y a peut-être des gens là qui sont en train de préparer quelque chose au moment où on se parle et on n'est pas au courant et tout le monde va faire waouh. Je sais pas, peut-être que la relève elle doit venir peut-être pas de la radio d'ailleurs. Je me suis laissé entraîner au Kings of Comedy avec Alex Vizorek là pendant qu'on travaillait ensemble sur les Magritte et j'ai entendu 2-3 humoristes que je trouvais vraiment sympas, que je connaissais pas du tout. Voilà. Fanny Rueff fait du stand-up maintenant. Oui. Ce sera peut-être elle la relève. J'ai entendu. Oui, peut-être. Très bien, mais on va tout doucement clôturer puisqu'on arrive. On a un petit peu dépassé les 70 minutes. Dernière question qui m'est hautement personnelle. Comment ça se fait que ça fait 5 ans que chaque année en novembre vous nous dites l'année prochaine on fait un réveillon? Mais je vais te raconter la véritable histoire du réveillon. C'est que quand j'étais à la tête de Pure, je demandais à chaque fois aux équipes, vers septembre, octobre par là, qui a un projet de réveillon? Et en fait, personne n'avait de projet de réveillon, sans doute pas envie de bosser en direct un soir de réveillon, ou même en différé, en fait pas envie de faire ça. Donc, avec Hugues, par défaut, on faisait le réveillon. Et pour finir, à chaque fois que je demandais, personne ne répondait. Je demandais plus et on faisait systématiquement un réveillon alternatif tous les deux, qui durait 4 heures. On a fait ça, je crois, pendant 7 années consécutives. Et un jour, j'ai dit, maintenant j'en ai marre. Vous allez vous débrouiller et vous allez faire votre réveillon. En tout cas, Hugues et moi, cette année, on ne le fait pas. Donc, trouver quelque chose, amener des disques, amener du gâteau, amener des blagues, amener des invités, amener des paillettes, amener du champagne ou n'en amener pas. Mais en tout cas, on ne fera pas ce réveillon. Voilà. Donc, il y avait une soirée directe, effectivement, avec toute l'équipe ce soir-là. Voilà. Ça a été ma dernière contribution au réveillon. Et après, j'ai dit, à vous de voir. Ouais. Mais tu le promets quand même depuis quelques années. On va le faire. Non, on fera certainement un jour un réveillon en live quelque part. Une espèce de COD réveillon, mais pas un truc en radio, mais on le fera dans un endroit. Il n'y aura pas le retour de Good Day Today, de la chèvre. La chèvre, si, il y aura tout ça. On amènera une vraie chèvre en live. Oui, bien sûr. Mais plus rien en radio, plus rien. Parce que donc Mais j'en sais rien, si, peut-être. Peut-être qu'on reviendra en radio. En radio ou en podcast, c'est pas... Peut-être qu'on reviendra en radio et en podcast et en live. Si ça ne te disait rien, j'irais ok. Mais de fait, c'est quelque chose que tu utilises depuis longtemps et puis chaque année, c'est bon, allez, l'année prochaine. Donc j'ai envie de te demander, est-ce que c'est ton ambition ou pas? De te faire un réveillon? De me faire un réveillon? Ou de faire un réveillon pour les auditeurs, puisque c'est quelque chose dont tu parles? Oui, on le fera certainement un jour. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez toujours pas fait alors? Parce que on crée l'attente, voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Rudy, c'était un plaisir de passer 70 minutes avec toi. Eh bien, moi aussi. Chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines. Chers auditeurs, c'est marrant parce que t'es en podcast et tu te fais hey pour commencer et tu termines en disant chers auditeurs. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Moi, je fais semblant de savoir ce que je fais. Hein, mais... Ouais, non, tu dis, mais je rote et puis je fais bon allez, salut. Hein. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit qu'il fallait être impoli. Mais chers auditeurs est quand même une manière un petit peu désuète et désuète.
t'inquiète. Oui, et d'un autre temps de saluer les gens qui écoutent, quoi. Je me fais traiter de vieux. Non, mais comme quoi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le podcast, en fait, rebondit sur des ressorts d'une radio et d'une grammaire de radio qui ont été abandonnés mais qui ont existé il y a longtemps. Honnêtement, je sais même pas si j'ai déjà entendu quelqu'un à la radio dire chers auditeurs pour terminer le truc. Ça fait un peu BBC quand il termine les programmes à la télé et qu'il y a une voix off qui parle sur le générique pour dire et dans un instant vous retrouverez Fanny Ruet pour animer Cuisse. Mais donc je t'ai coupé dans ton élan et dans ton Non, mais c'est parfait. Donc chers auditeurs et puisqu'on est moderne et chères auditrices. Tout à fait. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de 70 minutes avec. Au revoir. C'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Rudy Lyonnais. On rappelle que son magnifique podcast s'appelle 5 heures cinéma et qu'un nouvel épisode sort tous les mardis. Dans 2 semaines, sauf imprévu, je publierai l'interview de Frédéric Martel. Frédéric Martel, c'est ce journaliste qui a infiltré le Vatican et a enquêté pendant 4 ans sur la communauté homosexuelle en son sein. On parlera entre autres de la sublimation par les prêtres de leur sexualité et de comment ça a indirectement mené à ce que des actes pédophiles soient couverts. Voilà, comme ça au moins on varie un petit peu les sujets. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit iTunes, YouTube, Spotify, Pocket Cast, tout ce que vous voulez. J'ai aussi mis les liens dans la description vers tous les réseaux sociaux, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Allez, à dans 2 semaines. Salut!